Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et surtout réfléchir à notre éthique de vie, pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo ethicus. Et oui, rien que ça. Si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Une des sources d'inspiration la plus riche pour comprendre le monde et les comportements humains, c'est la littérature qui, bien sûr, par ses histoires, ses récits qui nous prennent aux tripes, qui touchent nos émotions, sont encore plus à même de nous éclairer sur la complexité des émotions humaines. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un des écrivains qui a accompli cela avec le plus de talent. Il s'agit de Joseph Conrad, avec notamment 2 maîtres romans, d'abord Au cœur des ténèbres, que beaucoup connaissent par l'adaptation de Coppola dans le film Apocalypse Now, mais surtout, je vais vous parler de son autre grand roman, Lord Jim, un de mes livres favoris par la richesse des idées et des perceptions sur l'existence qui nous sont offertes. Dans cet épisode, donc, nous allons brièvement parcourir ce livre et je vais vous donner et commenter quelques citations pour vous motiver à lire cette œuvre, une des plus grandes de la littérature. Et commençons par l'histoire. Lord Jim, c'est un roman d'aventure et surtout un roman psychologique, tout comme l'autre grande œuvre de Conrad, donc Au cœur des ténèbres. L'histoire, les faits sont en fait assez simples à résumer. Mais à mes yeux, l'histoire a peut-être moins d'importance que les nombreuses réflexions et discussions qui parsèment le roman. D'ailleurs, c'est peut-être moins une histoire de marins et de leurs aventures qu'une réflexion sur la vie, sur l'existence, la lâcheté, le courage et la lucidité de comprendre que nous avons tous une part sombre en nous et qu'il faut l'accepter plutôt que la combattre. Les dialogues sont très riches et ne contribuent pas vraiment d'ailleurs au déroulement des faits. C'est pourquoi la lecture du livre peut repousser certains car le fil du roman de l'aventure se perd dans ces discussions et dans de longues descriptions. Mais en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai préféré et c'est pourquoi aussi je n'ai pas beaucoup aimé le film qui a été tiré du livre et réalisé par Richard Brooks en 1965. Le livre, lui, a été édité en 1900. Le film donc se concentre principalement sur les faits, sur les actions, et très peu sur les réflexions, sur les débats qui sont en fait la vraie richesse du roman, en tout cas de mon point de vue. Bien sûr, vous me direz, il n'y a aucun sens à comparer un livre et un film, mais on aurait aimé une adaptation aussi intense que celle du livre Au cœur des ténèbres, qui a donné ce film incroyable qui est Apocalypse Now. Voici l'histoire. L'action se situe en Asie du Sud-Est, dans cette zone plus ou moins. Au début du roman, Jim est un marin ambitieux et plein d'idéal, et il est pris dans une triste histoire, un procès qui lui est imputé pour abandon de navire alors qu'il était le second à bord du Patna. Ce bateau était dans un état lamentable et il transportait des musulmans en pèlerinage vers la Mecque. Et pendant une tempête, le bateau a eu une énorme voie d'eau et risquait de couler. L'équipage du Patna était à l'image du capitaine, c'est-à-dire lâche et sans aucune morale. Il décide alors d'abandonner le bateau. Sauf Jim, lui, qui est arrivé sur ce bateau un peu par hasard et qui ne fait donc pas partie de ce groupe de marins. Il ne veut pas abandonner les passagers, mais au moment fatidique, la peur le prend et sans vraiment contrôler ses actes, il va suivre les autres et abandonner le bateau. Or, le navire n'a finalement pas coulé et il a été remorqué par un autre bateau vers le port le plus proche. Ainsi, les autorités maritimes ont compris que l'équipage a abandonné les passagers à une mort presque certaine et donc ils veulent faire un procès contre l'équipage. Face à cette menace, tous les membres de l'équipage donc s'enfuient, ils ne veulent pas être condamnés, sauf Jim, perclus de honte à cause de cette peur qu'il n'a pas pu contrôler. Et Jim donc veut faire face au tribunal. Pendant le procès, on croise un autre personnage du roman, Marlowe, qui est en fait le même marin que dans le livre Au cœur des ténèbres, qui est d'ailleurs aussi présent dans d'autres livres de Conrad. Marlowe est en fait le narrateur principal de cette histoire, qui a une structure aussi un petit peu complexe, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la structure du roman. Marlowe et Jim ont de longues discussions passionnantes, dont je vous donnerai quelques passages un peu plus tard. Au fond, peu importe à Jim de comparaître devant le monde, devant ce tribunal. Ce qu'il cherche, c'est une sorte de punition pour pouvoir laver son honneur, pour pouvoir devenir à nouveau cet être plein d'idéal, mais c'est impossible. Et cette culpabilité ne va jamais le quitter. Alors, il cherche à se cacher dans les moindres recoins de cette région, mais partout,
des marins viendront lui rappeler cette triste histoire, sa faiblesse, sa lâcheté. Il accepte alors la proposition de son ami Marlowe pour aller reprendre le contrôle d'un comptoir maritime au Patusan, un coin isolé de tout. Le comptoir appartient à un certain Stein, mais il est contrôlé par un bandit qui maintient la population en état d'esclavage. Jim arrive presque à récupérer son honneur car il parvient à aider la population locale à se libérer et il reprend le contrôle du comptoir. Jim est alors considéré comme un héros, comme un lord, et son honneur semble enfin être lavé. Mais il sait qu'il est condamné à rester au Patusan car c'est le seul endroit où il est reconnu et respecté. Ailleurs, le souvenir du Patna continuera à le hanter. À la fin du roman, cependant, une autre erreur lui rappellera sa première faiblesse, qu'en fait il n'a jamais pu oublier. Et cette erreur, liée à son orgueil, celui de vouloir être un homme sincère et droit, amènera à sa perte. Je ne vous en dirai pas plus, et je vous laisse le suspense final. Le roman parle entre autres de la faculté des hommes de se voiler la réalité, de se construire un petit monde de certitude dans lequel il est plus facile de se réfugier. Alors que la plupart des hommes se réfugient, fuient la réalité et évitent d'affronter leurs défauts, Jim, lui, semble avoir, selon la formule de Marlowe, cette aptitude innée à regarder les tentations en face. Cependant, ce n'est pas si simple car même si Jim fait face à sa lâcheté, au fait qu'il a abandonné les passagers du Patna, au fond, ce qu'il tente, c'est de fuir la réalité de son être. Car en fait, il y a une contradiction entre l'image que Jim se fait de lui-même, c'est-à-dire un homme droit, courageux et héroïque, et la réalité de ses actes, c'est-à-dire un homme pris par la peur et qui fait des erreurs grossières de jugement. Et il se culpabilise pour cela. Il veut être en adéquation avec l'image qu'il se fait de lui-même. Il ne peut pas accepter sa condition réelle. Et alors il est incapable de trouver un peu de joie, un peu de paix. Jim, en s'exilant au Patusan, fuit sa condition, comme une image de la fuite intellectuelle des hommes face à leur peur et face à leur faiblesse. Comme je vous l'ai dit, les dialogues, les réflexions sont à mon sens beaucoup plus intéressantes, plus enrichissantes que l'aventure, même si cette dernière offre un contexte propice, un écrin pour mettre en valeur ces réflexions. Et c'est un des romans qui m'ont le plus marqué, et donc je recommande vivement la lecture qui n'est, comme je le disais, pas si facile, puisqu'on se perd parfois dans les dialogues, on se perd parfois dans les descriptions de l'auteur, mais c'est un livre très riche. Alors voici quelques-unes des citations qui m'ont le plus marqué. Et tout d'abord, Marlowe nous présente Jim de cette manière. Il dit « C'était l'un des nôtres, il représentait là toute sa race, une race d'hommes et de femmes qui n'ont rien de fin ni de plaisant, mais dont toute l'existence est basée sur une foi droite et sur l'instinct du courage. Je parle de cette aptitude innée à regarder les tentations en face. » Alors cette phrase est un peu étrange, une race d'hommes, de quoi il veut parler, etc. Mais bon, l'instinct du courage, c'est ça qui est important. Alors que cet homme, Jim, avoue avoir eu peur, non, avoir abandonné son bateau par peur. Et ce point est essentiel. Avoir du courage, c'est savoir reconnaître ses faiblesses et les accepter. Selon cette idée, ceux qui veulent cacher leurs faiblesses ou qui ne les acceptent sont des lâches qui nient la réalité. Écoutez encore cette autre citation. Nul homme ne prend pleine conscience des ruses ingénieuses auxquelles il a recours pour échapper à l'ombre hideuse de la connaissance de sa propre personne. Rappelez-vous de cette citation car les critiques contre la connaissance de soi sont si fréquentes. Cependant, cela n'est pas non plus un blanc-seing contre tout ce qui tombe sous le terme de développement personnel. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode numéro 10 du podcast que j'ai fait sur le thème du développement personnel. Mais en fait, cette citation surtout nous montre que nous sommes les meilleurs pour nous tromper nous-mêmes, pour se cacher à nous-mêmes les pièges que nous tendons à notre pensée. Nous préférons nous satisfaire de nos certitudes et de nos croyances en omettant et évitant de mettre trop de lumière sur les arguments qui pourraient faire vaciller ces soi-disant certitudes. Et d'ailleurs, c'est cela qui causera la perte de Jim. Les âges de la vie nous donnent l'occasion de constater à quel point nos manières de penser sont biaisées. Par exemple, à 20 ans, emportés par l'énergie de la jeunesse, on croit avoir réponse à tout face à la génération de nos parents, trop lâches et trop passifs à nos yeux. À 28 ans, on se rend compte à quel point nous étions naïfs, alors que désormais, nous sommes capables de comprendre le monde dans sa profondeur. Mais à 32 ans, rebolote. Et si on a des enfants, notre perception du monde change encore. Puis les enfants grandissent, et nous changeons encore, et ainsi de suite, jusqu'à la perspective de la mort qui nous donne encore un autre point de vue sur l'existence. Il est souvent considéré comme le plus sage. Mais qui sait, si nous pouvions renaître avec la conscience d'une vie vécue, il est probable que nous changerions encore d'avis. Alors qui a raison ? Le jeune de 20 ans emporté par son idéalisme ou par sa naïveté, ou bien le patriarche enrichi par l'expérience de la vie ou vaincu par elle. À chaque âge, nous pensons avoir raison, aveugles à nos propres limitations. Voici une autre citation où il parle à de multiples reprises de notre incapacité, voire lâcheté à observer la réalité telle qu'elle est, comme je le disais un peu plus tôt. Nous avons tendance à vouloir fermer les yeux, car la lucidité permanente
et désespérante, impossible à tenir. Il écrit: c'est extraordinaire comme nous marchons dans la vie avec des yeux à demi clos, des oreilles bouchées et des pensées assoupies. Cela vaut mieux peut-être, et c'est sans doute cet engourdissement qui rend à une incalculable proportion d'êtres l'existence si tolérable et si douce. Rares pourtant doivent être ceux qui n'ont jamais connu un de ces brefs moments de réveil où, en un clin d'œil, nous voyons, nous entendons, nous comprenons un monde de choses où nous sentons tout avant de retomber à notre aimable somnolence. Fin de la citation. Autrement dit, nous sommes aveugles, sourds, et surtout, nous ne voulons pas penser et observer le monde autour. Nous préférons somnoler ou être dans une fuite en avant plutôt que de regarder en face les problèmes de notre monde et de prendre les décisions qui importent. Dans cette citation, il explique que chacun d'entre nous a déjà ouvert les yeux, a déjà eu ce moment de lucidité presque insoutenable que nous préférons oublier pour retourner à notre somnolence, retourner dans ce monde d'illusions, de fausses certitudes et de divertissements qui nous abrutissent. Et peut-être que le mouvement des Gilets jaunes a été un de ces moments de lucidité, si puissant qu'il a entraîné ces protestations intenses et qui, d'une certaine manière, a secoué certaines certitudes. Mais le pouvoir en place est lui aveugle à la réalité sociale, incapable de remettre en cause son modèle de pensée, enfermé dans ses certitudes, probablement persuadé d'agir au mieux. Et les Gilets jaunes ont tenu au moins pendant quelques semaines, avant que tout le monde, épuisé par cette lucidité, par l'effort que cela entraînait, retourne dans ses penates et se rendorme jusqu'à la prochaine explosion. Comme le volcan qui, après l'éruption, après avoir fait jaillir son feu, s'éteint et se rendort. Ne voyez là aucun jugement de valeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation du fonctionnement de l'être humain, et moi le premier. Continuons avec une autre citation. Lors d'une de leurs rencontres, Jim confesse à Marlowe que ce serait trop facile que tous les hommes soient courageux, il n'y aurait aucun défi. Écoutez, l'homme est né poltron, c'est une difficulté, Pable, ce serait trop facile autrement. Mais l'habitude, la nécessité, voyez-vous, les regards des autres. Voilà, on s'y fait. Et puis l'exemple de ceux qui ne valent pas mieux que nous et qui font pourtant bonne contenance. Alors cette citation est un peu complexe, donc que veut-il dire par là? Ce serait trop facile si nous étions courageux. Car en fait, peut-être veut-il dire que nous n'aurions aucune difficulté à affronter les problèmes, aucun moment de lâcheté. Le dilemme de Jim, c'est qu'il voudrait être courageux, mais que les actes le trahissent. Et le fait de devoir affronter cette faiblesse est une difficulté, car il faut vivre avec ce constat. Dans la deuxième partie de cette citation, il dit que les autres autour sont tout aussi faibles que nous, et pourtant, ils semblent faire bonne contenance. Alors, pourquoi ne pas les imiter? Pourquoi ne pas vivre tranquillement et accepter d'être un poltron? Car au fond, c'est cela, la grande majorité, nous sommes des lâches, c'est-à-dire des personnes inconsistantes, incapables de prendre les décisions les plus courageuses, quand bien même le prix à payer serait immense. Incapables de prendre des décisions pour empêcher que les passagers du Patna se noient, comme se noient les passagers de ces barques de fortune qui tentent de traverser la Méditerranée. Et oui, l'homme est un poltron sans le courage de prendre ses décisions. Il peut voir la mort d'un enfant sur une plage et continuer à vaquer à ses occupations. C'est cela que Jim ne supporte pas, cette faiblesse à affronter les difficultés, cette incapacité à être lucide suffisamment longtemps pour repousser l'inacceptable. Et c'est pour cela que les romans sont indispensables, parce que aucun essai politique ou sociologique ne peut nous aider à comprendre les difficultés de l'existence et les faiblesses de notre condition, qui expliquent pourquoi nous sommes encore à promouvoir la consommation et la croissance, alors que le changement climatique et la destruction de l'environnement est catastrophique et met en danger l'existence humaine, ou au moins l'existence de millions, voire de milliards de personnes. Un peu de lucidité ne ferait pas de mal. Plus loin, Marlowe essaie de comprendre Jim. C'est lorsque nous nous efforçons de comprendre la soif intime d'un cœur d'homme, nous nous apercevons combien incompréhensibles, hésitants et nébuleux sont les êtres qui partagent avec nous le spectacle des étoiles et la chaleur du soleil. On dirait que la solitude est une condition absolue et terrible de l'existence. L'enveloppe de chair et de sang où s'arrêtent nos yeux fond devant la main tendue. Et seul reste l'esprit capricieux, inconsolable et fugitif, qu'aucun œil ne peut déceler, qu'aucune main ne peut saisir. Fin de la citation. On voit dans cette citation la richesse du texte de Conrad qui n'hésite pas à rajouter des adjectifs, peut-être trop parfois. Et il dit cette phrase terrible: la solitude est une condition absolue et terrible de l'existence. Pourquoi dit-il cela? Marlowe essaie de comprendre Jim. Tout le roman d'ailleurs est cette tentative pour cerner ce personnage de Jim. À de multiples reprises, Marlowe explique qu'il n'arrive pas à le saisir, à le comprendre. Cette solitude, d'une certaine manière, il s'agit peut-être du fait que nous aimerions que les autres nous voient dans toute notre complexité, mais en même temps cela nous effraie. Chacun d'entre nous a trop de choses à cacher, toutes ces petites compromissions, ces lâchetés, ces mensonges, cet orgueil démesuré. Alors nous sommes condamnés à une solitude. Et le désir d'échapper à cette condition, cette tension entre le souhait et la peur d'être connu, nous pousse parfois à des actes étranges, pour attirer l'attention, pour être connu, quand bien même tout cela est superficiel.
Plus loin dans le roman, Marlowe rencontre un autre personnage, Stein, qui est le personnage qui confie le comptoir de Patusan à Jim. Et cette rencontre nous donne aussi l'occasion d'un dialogue d'une grande lucidité sur l'existence, dont j'ai extrait quelques citations. Il dit « C'est de ce que l'on ne peut toujours garder les yeux fermés que vient la vraie difficulté, que naît la peine du cœur, la douleur du monde. Je vous le dis, mon ami, il n'est pas bon de s'apercevoir que l'on ne peut réaliser son rêve, faute de force ou d'habileté. » C'est Stein qui dit cela à Marlowe, non ? Ouvrir les yeux, encore et toujours, être lucide sur notre existence, sur les choix que nous faisons et les raisons qui nous poussent à les faire. Par exemple, une des questions qui peut nous aider à un peu plus de lucidité est la suivante. Quand j'ai eu l'opportunité, est-ce que j'ai choisi le courage ou le confort ? Voilà une bonne question à se poser chaque jour pour savoir à quel point nous avons été lucides dans le choix de nos décisions. Toujours Stein qui dit plus loin, nous voulons être de tant de façons différentes. Ce magnifique papillon trouve un petit tas de boue et s'y pose tranquillement. Mais l'homme ne veut jamais rester tranquille sur son tas de boue. Il veut être là et puis là. Il veut être un saint puis il veut être un démon. Et chaque fois qu'il ferme les yeux, il se voit très beau, plus beau qu'il ne peut jamais l'être. Le roman tente de faire descendre l'homme de son piédestal, non de sa prétention de croire qu'il est au sommet de l'existence. Et il le critique dans son insatiable activité qui ne sait jamais s'arrêter, et c'est encore plus le cas maintenant que ce ne l'était à l'époque où Lord Jim a été publié. Et cette insatiable activité, c'est ce qui contribue à son aveuglement sur ce qu'est le monde, sur ce qu'est l'existence, sur son impact destructeur. Stein encore dit ceci, en naissant, un homme tombe dans un rêve comme on tombe à la mer. S'il veut se débattre pour en sortir comme le font les gens sans expérience, il se noie. Non, je vous le dis, ce qu'il faut, c'est s'abandonner à l'élément destructeur et s'arranger, à force d'efforts, des mains et des pieds dans l'eau pour que la mer profonde nous soutienne. Voilà, si vous me le demandez, comment on peut arriver à être. En somme, l'homme doit accepter sa part sombre pour pouvoir survivre, accepter ses faiblesses. S'il essaie d'être immaculé, comme Jim aimerait l'être, alors il se noie, fatigué par l'effort que cela demande. Conrad, comme je le disais, explore les parties sombres de l'être, comme dans le livre, bien sûr, Au cœur des ténèbres. Et pour finir sur une note un peu plus légère, tout de même, parce que toutes ces citations sont, il faut bien l'avouer, assez tragiques, assez négatives, assez pessimistes, comme l'était Conrad. Et donc, pour terminer, je ne peux m'empêcher de partager cette dernière citation, une magnifique description des touristes qui accumulent les lieux de visite. Rappelez-vous que cette citation date de 1900, et pourtant elle semble encore très actuelle. Conrad écrivait « Il y avait des couples de jeunes mariés, trop familiers déjà, et un peu las l'un de l'autre dès la moitié du voyage. Il y avait des groupes importants ou modestes et des voyageurs solitaires qui dînaient solennellement ou faisaient une bombance bruyante. Tous gens qui pensaient, péroraient, plaisantaient ou grommelaient comme ils le faisaient chez eux, et dont l'intelligence était aussi ouverte à des impressions nouvelles que les mâles déposés dans leur chambre. De ce jour, ils porteraient comme leur bagage une estampille certifiant qu'ils avaient passé à tel ou tel endroit. Ils chériraient cette distinction et garderaient sur leur valise les étiquettes gommées, évidences documentaires et seules traces durables des acquisitions de leur voyage. » On croirait vraiment qu'il parle des touristes actuels ou des soi-disant voyageurs de notre époque qui collectionnent les passeports ou qui collectionnent les tampons sur les passeports. Je vous rassure, je l'ai fait moi aussi quand j'étais plus jeune, mais ça m'est passé. Voilà, c'était juste un bref aperçu de la richesse incroyable de ce roman. Les citations que j'ai extraites sont assez sombres, j'en conviens, mais Conrad, comme je le disais, est un pessimiste de l'existence. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le personnage de Jim, car il est très intéressant et très attirant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que je vous ai donné envie de lire ce roman. Si c'est le cas, foncez chez votre libraire le plus proche. Comme d'habitude, je vous recommande vraiment de soutenir vos libraires locaux plutôt que Amazon. Si vous avez déjà lu le roman ou si vous allez lire, laissez un commentaire ou une citation qui vous a marqué, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube Homo Eticus où vous pourrez retrouver cet épisode. Et si vous voulez me soutenir, et ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez de préférence en mettant le plus d'étoiles possible. Ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Eticus. Et comme disait l'autre, Banzai.